Maintenant, tournons-nous vers le détail. Le comportement des clients, c'est au centre de notre intérêt. Et observer ces comportements permet de guider la stratégie au bénéfice de la satisfaction client et pour, évidemment, la rentabilité des sociétés. Bon, nous avons un nouveau collègue, BVA, PDG d'une société britannique, pour piloter cette séquence. Cette société pilote des décisions. Il nous rejoint de Londres et il va échanger avec le professeur Loïc Dubey, qui nous rejoint de Montréal. Alors, c'est un président de ces questions à l'université de McGill et favorise aussi les convergences de l'économie et la tech. Elle analyse des processus économiques s'agissant de la santé, notamment. Bienvenue à tous les deux. Merci Ted, merci à vous de ce propos introductif chaleureux. Bienvenue, madame, à cette conférence. Alors, tous les deux, nous allons approfondir la question du détail, comment mener une activité de détail avec précision. Tout cela fonde sur cet ouvrage, avoir des résultats grâce à des analytiques, des analyses de données clients. Alors, comment utiliser ces séances de compréhension du comportement humain associées à des analyses de l'IA et comment tout cela associé peut nous permettre de mener des stratégies abouties. Alors, nous allons regarder l'activité de détail et en ce faisant, je lance quelques réflexions s'agissant de l'éventuelle importance de cette action. Qu'est-ce qui importe à l'activité du détail et pourquoi est-ce que la précision importe tant et quels sont les défis qui s'offrent à nous? Alors, Laurette va nous le dire sans doute, mais le comportement client évolue, nous sommes moins fidèles aux marques qu'auparavant, il y a davantage de concurrence, elle est plus aiguë. Alors, en tant que détaillant, comment est-ce que nous pouvons nous différencier? Les canaux d'achat évoluent, omnicanal a été un créneau auparavant, mais nous sommes détachés de ce créneau. Maintenant, c'est multicanal, certes, mais on veut passer d'une forme d'achat, d'un mode opératoire d'achat à un autre. Les détaillants eux-mêmes accèdent de plus en plus de données et plus qu'auparavant, et les services marketing peuvent être cloisonnés. Dès lors, comment s'assure-t-on que les clients reçoivent des messages précis et comment éviter que nous répétions? Alors, qui dit plus de données dit plus de possibilités d'analyse, mais il n'y a pas une armée de personnes disponibles pour analyser ces données. Alors, comment faire? Donc, le precision retailing, ce n'est guère facile. Alors, comment est-ce que les détaillants peuvent proposer la personnalisation, la commodité, et ce, de façon fluide? C'est un gros sujet. Alors, bon, passons précisément à cette question. Laurette va nous faire un bref exposé pour identifier le contexte, l'arrière-plan et les questions clés de ce livre. Donc, ma première question, qu'est-ce qui vous a fait écrire cet ouvrage? Merci, je suis ravie d'être présente aujourd'hui. Alors, Precision Retailing. Cet ouvrage figure dans une série de livres, 4 livres. Il y avait Dilip Soman qui a rejoint ce projet et qui
vous rejoint sur ce plateau régulièrement. Alors, Precision Retailing, il convient, me semble-t-il, d'en préciser la genèse et sa visée. Alors, il ne s'agit pas d'un ouvrage vous permettant de faire de l'argent rapidement. Non, en fait, il cherche à situer le retailing comme étant une interface entre le client et les produits, l'organisation, le système, qui est constitutif du tissu social et qui est source de liens. Donc ici, je pose la question de l'IA. Est-ce que l'univers numérique va permettre une interaction plus féconde entre l'agent économique et l'homme? Donc, on fait reposer notre travail sur le système 1, le système 2 et les nudges, mais je vais plus loin. Regardez mon schéma. Mon schéma est issu d'une lettre de marketing, enfin un papier, qui est sorti en 2008, époque à laquelle Daniel Kahneman, le prix Nobel de 2000, s'impliquait énormément dans les modèles de choix, cette démarche-là. Tous les 4 ans, il fait un exposé sur ce modèle, précisément, qui était la marge des modèles économiques. Et il évoquait des choix collectifs et individuels représentés sur mon schéma. Et c'est une forme de préambule s'agissant de mon livre. Autrement dit, ce que nous avons créé depuis 250 ans, pour ce qui est du développement de l'époque moderne, c'est quelques secondes dans l'évolution des 24 heures de l'homme. Alors, ceci donc permet d'identifier les systèmes qui prévalent aux comportements humains et comment ces personnes sont constitutives de la demande des consommateurs. Alors cette demande est mue et impulsée par des contacts qui se font jour plus vastement dans nos sociétés. Et c'est pour ça que je situe le Precision Retailing au-dessus de l'économie en tant que telle. Les détaillants constituent un secteur économique. Nous pouvons associer l'IA et l'analyse à notre compréhension de l'homme pour voir dans quelle mesure nous pouvons toucher à l'individu, mais si vous regardez mon schéma et les couches concentriques, ici, les individus s'impliquent dans les sociétés de droit privé. Après, il y a un système gigogne dans des chaînes de valeur et le reste. Et tout cela est constitutif de notre société et des arbitrages, des choix qui sont opérés. Et donc, la question se pose de savoir comment nous pouvons interagir avec cela de façon séduisante, de façon suffisamment souple pour appréhender, embrasser cette complexité. Ah mince, j'ai mal piloté mon... Non, je pense que ça va. Donc voilà, c'est pour embrasser cette complexité.
Et donc, cela va enrichir l'action, nos compréhensions de l'action de l'agent économique. Tous ces secteurs sont associés en tant que pression qui s'exerce sur le comportement humain. Nous passons de la ville, de la nation, de l'échelon planétaire, et on se situe donc en bas à droite de mon schéma. Des IA qu'il convient de solliciter pour produire l'IA générative. C'est la dernière itération, mais avant cela, il y avait l'apprentissage par machine, etc. Et ce sont des outils qui sont conjugués pour mobiliser cette possibilité d'apprentissage en vue d'agir à l'appui des détaillants et pour faire des affaires et apporter des bénéfices à la société. Et voilà, donc ça, il s'agit là de la prochaine génération. Merci, Laurette. Voilà, donc un arrière-plan très précieux pour comment situer ces réflexions universitaires, notamment. Et maintenant, regardons le détail. Alors, il y a ces tendances, ces facteurs, des choses qu'il convient d'envisager pour resserrer cette réflexion, pour faire de cette réflexion un outil pratique, pour impulser une dynamique de performance. Alors, est-ce que vous pouvez approfondir cet aspect-là? Bien sûr, alors ici, précisons les choses. Regardez la diversité du secteur du détail. Vous avez des jouets, des voitures, des aliments, tout type d'objets. Tout type d'objets qui est commercialisé. Mais prudence, quand on parle du secteur du détail, il n'est pas forcément centré sur le client. Ce n'est pas disassocié de la marque. Donc, il y a cette transaction opérée avec le client, certes, mais il faut aussi envisager le système dans lequel tout cela s'inscrit. Donc, à droite, on a ces tendances des activités qui façonnent actuellement le travail du détaillant. Ici, nous avons l'IA, c'est le sujet de la conférence aujourd'hui, mais il y a d'autres éléments d'importance. L'ESG, le RSE, pour faire court, la durabilité, ce sont là les tendances qui ont un poids. Et là, on veut comprendre le cycle de consommation dans son intégralité. Alors, je ne vous demande pas de vous attarder sur ces différentes tendances. Je passe à présent aux tendances clients, des consommateurs. Alors, ceci émane d'un rapport, un rapport Mintel et de KPMG notamment, mais regardez du côté client, du côté consommateur. Il y a ces tendances qui nous font évoluer vers une composante humaine associée au numérique, au commercial.
J'essaie de lire. Je vous présente mes excuses, dit l'oratrice. Alors, il y a ces tendances que je commentais à l'instant. Donc ici, la recherche de valeur, la recherche du bon prix, la durabilité, les aspects humains. Donc la question se pose de savoir comment le détaillant, comment son secteur peuvent-ils intégrer ça à leur stratégie, à leur boutique physique. Et donc, on voit ici un exemple. Hier, un exposé a été fait sur Zoe, la société qui, en temps réel, va faciliter la gestion de la santé d'un individu. Et ici, nous avons un exemple qui nous montre comment l'IA peut suivre cette démarche, ce processus. Et cela, me semble-t-il, illustre la manière dont l'IA peut être intégrée dans les différentes facettes du travail du secteur du détaillant. À droite, nous avons des tendances technologiques. L'IA pour la découverte scientifique, des technologies qui renforcent la sphère privée. Alors, dans ce secteur des détaillants, nous allons passer à la question de la personnalisation dans un instant. Et cet équilibre entre la sphère privée et la personnalisation, c'est un défi que nous devons confronter. Et la technologie évolue de façon très féconde. Il y a des tendances liées à la communication et le captage intégré ou embarqué. On a eu une présentation sur quel point le détail et le service manufacturier peuvent s'appuyer sur ces technologies afin d'alimenter l'innovation et afin d'impulser la communication. Alors, ceci est tiré de mon livre. C'est un chapitre qui porte sur l'état de l'art et l'état de ce qui existe sur le terrain, en la matière, dans la personnalisation. Et le message clé ici, le cœur même du message. Et là, il est question d'un système adaptif complexe. Quand il y a changement, il y a un changement dans l'espace et dans le temps. Quand on évoque cette trajectoire de personnalisation, bien entendu, il y a le big data et l'IA peuvent faciliter cette démarche de personnalisation, surtout grâce à ces gros volumes de données. Mais le problème, c'est que c'est un trajet, une trajectoire. Mais si vous voulez l'appliquer, vous êtes où sur ce parcours? Où se situe-t-elle votre société? Et vous n'êtes pas sur l'intégralité de cette trajectoire, mais un point précis, peut-être. Alors ici, on voit le lien entre on voit ce qu'on peut extraire des données d'un côté, et de l'autre, nous avons l'algorithme, et comment celui-ci doit être intégré dans l'innovation. Donc à gauche, un exemple de start-up, une start-up qui a développé les technologies
afin de suivre son niveau d'hydratation. L'algorithme va vous dire, prenez de l'eau, prenez ce volume d'eau, cette quantité d'eau. Et donc, le dernier point sur lequel j'attire votre attention, c'est ceci. On est encore sur les tendances, cette fois-ci dans les tendances industrielles. Et il s'agit du commerce rapide, de quick commerce et Q-commerce. Ça va au-delà de l'e-commerce et du mobile. Ici, il s'agit de l'écosystème tout entier, votre chaîne d'approvisionnement, la livraison. Tout cela doit être pris en compte. Et donc, c'est un défi et une opportunité. Alors ça, c'est un autre point, mon avant-dernier point. Alors, quand il y a de l'IA dans le travail du détaillant, un élément clé à évoquer, me semble-t-il, c'est le fait que l'homme est au centre et dans cette dynamique. L'expérience client, on le voit sur tout le cycle entre l'achat et la consommation. Nous avons parlé hier des différents points d'entrée. Mais ici, on voit que mon ouvrage présente un certain nombre d'éclairages, un certain nombre de méthodologies pour retenir le bon ensemble de données si vous cherchez à appréhender les différents aspects de l'expérience client. Alors, je parlais des défis et des opportunités. Les voici. Alors, il y a des IA différentes qui peuvent être intégrées. Et là, ça peut être la réalité augmentée, et on passe à l'impression 3D, puis ensuite on peut aller sur la blockchain et le reste. Et ce sont là les possibilités, les opportunités pour toucher non pas seulement l'expérience en boutique et de planifier la promotion et comment concevoir des produits et des produits dérivés. Il s'agit de ça, certes, mais il y a aussi une possibilité de communication et de communication avec le détaillant et avec le fabricant. Allez, dernier point. Alors, je souhaite faire le lien avec le propos d'Olivier de ce matin, car il a évoqué le besoin qui se fait sentir dans le secteur des détaillants, ce besoin de transformation, ce positionnement, savoir où vous êtes précisément. Quand il s'agit de ce besoin de portefeuille de niche ou un travail sur la marque pour stimuler une intégration, et tout ça va changer sensiblement notre réflexion s'agissant du travail du détaillant, mais l'envisager également selon un angle tout nouveau en matière de pratique, en matière de comment on peut agir comme dirigeant et élargir sa vision pour voir ce qui se passe à l'échelon du système, pour voir également comment on peut agir sur les esprits quand on est en enquête de rentabilité, d'étoffer, de grossir sa marge, mais tout en intégrant ces autres considérations, c'est-à-dire l'arbitrage, risque, récompense, et la question, bien entendu, et plus important encore, la question de la résilience. Alors, maintenant, peut-être pourrais-je évoquer le dernier chapitre de mon ouvrage
C'était des collègues d'IBM qui ont été l'auteur de ce dernier chapitre qui porte sur la question des méthodologies. Et ici, les auteurs suggèrent qu'il convienne de s'attarder sur les impacts des différentes initiatives, l'impact socio-économique notamment, puis ensuite prendre un peu de recul, un peu de hauteur pour essayer de voir à quoi ressemblerait un avenir qui améliorerait notre activité commerciale, mais qui pourrait avoir un bénéfice certain pour la planète. Et voilà, grâce à ce recul, comprendre ce qui n'est pas fonctionnel et l'utiliser comme point de départ pour anticiper les transformations qui vont dépasser nos pratiques de détaillants actuelles. Bon, voilà, je m'en arrête là. Bon, c'est un exposé court et long à la fois. Merci, Laurette. Alors, tout d'abord, j'inciterai tout un chacun de se pencher sur cet ouvrage parce que voilà, vous avez résumé un sujet somme toute très complexe. Alors, il y a beaucoup de questions qui se font jour ici pour comprendre les gens, n'est-ce pas? Aussi pour comprendre comment nous pouvons maîtriser la technologie à disposition aujourd'hui. Alors, hier, nous avons, vous l'avez dit, hein, enfin, mon vécu n'est pas celui d'un comportementaliste, ni même, je n'ai pas un vécu de détaillant, mais je dirais que l'évolution de l'IA potentiellement peut révolutionner nos pratiques dans le secteur du détaillant. Et vous l'avez dit, hein, d'ailleurs. Il y a la gamme des produits développés, les produits gestion d'inventaire, la tarification très dynamique, des communications qui ciblent très précisément les différents profils de clients, la localisation des boutiques. Bon, ce n'est qu'un des exemples, mais il y a une profusion d'autres exemples. Mais là où je m'interroge sur ces questions-là, je me demande qu'est-ce qui est un frein à cette évolution? Quels sont les défis s'agissant de la mise en œuvre d'une stratégie davantage détaillée? Alors, comment nous pouvons maîtriser cette réflexion-là? Je pense que l'une des difficultés, c'est qu'on a la data, mais le retail, c'est aussi tout un ensemble de réalités physiques de l'inventaire, des stocks, et dans le retail, il y a aussi toute l'expérience humaine que vous créez. Je ne sais pas si vous avez suivi récemment l'évolution de Starbucks, par exemple. C'est assez intéressant ce qui se passe. Ce qu'on voit, c'est le CEO qui est là depuis un an maintenant, avait travaillé, c'était beaucoup intéressé à la décision basée sur la data, étudier les prix de menus, etc., des choses très élaborées, mais au-delà de ça, la valeur des stocks, l'évolution des marges, eh bien tout ça a été très mauvais. Bon, en gros, il a été viré, hein, et ce que l'on voit, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas que la donnée, il n'y a pas que la data, il y a aussi l'expérience humaine dans chacun des points de vente, tous les aspects physiques des points de vente, des magasins, des Starbucks en l'occurrence, et donc tout l'équilibre, l'idée c'est vraiment de réussir à équilibrer ou rééquilibrer ces éléments les uns par rapport aux autres, et ce, de manière aussi stratégique en fonction du positionnement que vous ciblez. Merci. Alors là, on se met à la place du retailer. Hein.
Le sujet de l'IA fait beaucoup parler de lui. Les gens investissent beaucoup. J'évoquais quelques exemples tout à l'heure. L'expérience peut même être menée par l'IA, des avatars. Voilà, il y a énormément de possibilités. Est-ce que pour le consommateur, il y a un problème d'adoption ou d'acceptation? Est-ce que, d'une part, on voudrait des choses très personnalisées, mais comment se sent le consommateur? Alors, je vais répondre à votre question en deux parties. Je pense que les individus sont tous différents. Le segment de marché varie. Si vous prenez les millennials, les Gen Z, un des éléments clés, c'est qu'ils ont une relation extrêmement différente à la technologie que vous et moi, que les mamies de 70 ans. Et clairement, c'est un élément très important. Il y a cette diversité, cette hétérogénéité. Lorsqu'on parle de technologie dans la vie des gens, des usagers, et c'est quelque chose qui me semble très important. Alors, si on prend les choses par un angle différent, il y a aussi cette notion de ce que les gens disent vouloir et puis ce qu'ils font vraiment. Là aussi, je me souviens que l'année dernière, en MBA, nous avions une responsable data qui travaillait avec les grandes surfaces, et ce qu'elle nous expliquait, c'est que aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est pas tellement la segmentation démographique comme auparavant. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est les comportements. Et il y a un danger à ça, car il y a énormément d'informations et d'insights, certes, mais au-delà du comportement, il y a l'humain. L'humain qu'on veut essayer de comprendre et dont on cherche un engagement avec votre produit, votre marque, votre entreprise. Et ça, c'est, je pense, une leçon très importante à retenir. C'est ça, que l'humain aussi continue à s'engager avec la technologie, notamment avec la prise de décision. Est-ce que la technologie peut nous aider à valider certaines réponses? Est-ce que vous pensez que dans le retail, il y a peut-être un blocage où on aimerait pouvoir faire confiance à la donnée avec un angle extrêmement commercial, mais en même temps, on en est encore à souhaiter des choses, mais on n'a pas encore passé le cap, on n'a pas encore passé véritablement passé la vitesse supérieure. Aujourd'hui, les choses sont toujours tout de même faites de manière extrêmement silotée. Je pense que c'est une bonne question. Si l'on regarde les éléments essentiels de notre bouquin, ce que nous avons essayé de faire pour accélérer la pénétration dans la pratique réelle, c'est d'essayer de voir comment l'IA peut aider concrètement. Par exemple, dans l'optimisation des promotions. Si vous travaillez sur des stocks ou des inventaires en temps réel,
L'idée, c'est que il faut intégrer cela pour voir comment nous pouvons vous aider à mieux organiser le timing de vos promotions. Et lorsque vous lancez une promotion sur un canal auprès d'une base de clients extrêmement fidèle, là, il y a énormément de possibilités, aussi beaucoup de difficultés potentielles. Mais vous pensez qu'on va y arriver avec le temps? Vous évoquiez la génération Z, mais il y a encore beaucoup de gens comme nous qui sont plus âgés. Est-ce que vous voyez que les choses, vous pensez que les choses vont rester bloquées ou pas? Non, je pense que les choses vont évoluer, parce que de plus en plus, je pense qu'on aura de moins en moins le choix aussi. Je passe pas mal de temps à Amsterdam en ce moment. Et lorsque vous allez au supermarché à Amsterdam, vous n'avez pas le choix. Voilà, c'est une machine, vous apprenez, c'est comme ça. Et je pense que pour les différentes grandes tendances que j'évoquais tout à l'heure, voilà, les choses avancent. Et très souvent, je pense que nous n'avons et nous n'aurons pas le choix. Il y a une intégration de plus en plus forte entre l'humain, l'IA et le physique. Et c'est ça la clé. C'est vraiment ça la clé finalement, notamment pour les étapes à venir. Donc vous pensez qu'il y a une très grosse opportunité pour ceux qui vont plus vite, c'est ça? Vous avez évoqué tout à l'heure le sujet de la vie privée. Dans la confidentialité, il y a de plus en plus de données disponibles, collectées, de plus en plus de possibilités d'analyser. Comment est-ce que l'industrie du retail peut-elle faire cela tout en préservant, tout en respectant la vie privée, la data, les données personnelles? Parfois, il y a un peu de tension dans tout ça quand même. Alors, cet équilibre est très important entre l'usage des données et le respect de la vie privée. En Europe, on a la RGPD, qui est une réglementation qui est stricte, qui est même très stricte, je dirais, quant à ce que vous devez faire quand vous êtes un retailer. Néanmoins, au-delà de la réglementation, la personnalisation appelle de la donnée sur le passé, sur le comportement passé, actuel, futur. Et je pense que l'une des difficultés, on l'a vu tout à l'heure, la présentation tout à l'heure qui évoquait les données synthétiques, est-ce qu'il existe aujourd'hui des façons, des moyens d'avoir des données sur des individus ou sur des segments d'individus qui ne m'obligent pas à être traqués, tracés, suivis partout. Donc tout est aussi dans la méthodologie. Je pense que les méthodologies vont être appelées à changer. Je pense que ça dépend des cas d'usage, des exemples. Mais vous avez raison. Avoir des données synthétiques, ça pourrait résoudre le problème. Est-ce qu'il nous reste un peu de temps? Je crois qu'il nous reste quelques minutes. Vous avez évoqué tout à l'heure Starbucks. Et cet exemple de Starbucks, vous en parliez tout à l'heure, vous en avez déjà parlé avant. Le PDG a été viré, vous avez expliqué. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple où peut-être ça a marché? Eh bien, on va rester dans le domaine du retail, du commerce. Prenez Sephora.
Sephora est un bon exemple, me semble-t-il. C'est un concept commercial qui a su intégrer, qui a su comprendre son marché d'abord, qui a su quel rôle joue la technologie dans les décisions liées à la beauté. Et je pense que oui, on peut parler d'une intégration assez réussie pour Sephora. Ils ont une très bonne connaissance de leurs produits, des produits qu'ils vendent et de leurs consommateurs. Avec des approches souvent extrêmement personnalisées avec leurs produits. Bien. Alors, pour terminer, une question qui va peut-être appeler une réponse plus longue que dans le temps dont on dispose. Si on se met à la place d'un grand distributeur qui démarre avec tout cela, qui est en train d'essayer de s'y retrouver, de comprendre, quel conseil lui donneriez-vous? Alors, la première connaissance, le premier conseil que je leur donnerais, c'est de dire, est-ce que vous vous connaissez bien? Et en fonction du niveau de connaissance que vous avez de vous-même, où vous situez-vous? Où pensez-vous en être aujourd'hui dans cette évolution? Et ça, c'est la première chose. Deuxièmement, il existe énormément de solutions en open source. Prenez le temps de faire un tour du marché, essayez d'abord de comprendre quels sont vos besoins et ensuite d'aller frapper à la bonne porte pour avoir le bon support, que ce soit de l'IA, que ce soit avec de la data. Voilà, allez chercher les experts. C'est ça. Bon, j'ai beaucoup apprécié cet échange. Je pense qu'on aurait pu continuer pendant des heures encore. Néanmoins, le temps qui nous était imparti est écoulé. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cet échange. C'est un bon exemple que de donner celui de Sephora, sur lequel nous travaillons, notamment dans le domaine de la beauté. On sait que le secteur de la beauté gère une catégorie très complexe, mais ils savent très bien cibler leurs clients et avec beaucoup d'émotion aussi. Adrien, on fait un point? Oui, faisons un point. James Lorette, on parlait de retail de précision. Homo digitalis. Homo digitalis. Voilà, désolé, mais moi je ne parle pas latin. I'm being honest. Between the Homo sapiens and Homo economicus, Homo sapiens et Homo economicus, qui s'entendent plutôt bien. That kind of concept is never easy to un concept ici qui est difficile à expliquer. Embrasser la complexité. Ah ben c'est vous l'artiste, hein. Ah, c'est pas facile, hein. Voilà, j'ai pensé à ceci. La complexité a peut-être aussi besoin d'un peu d'amour. Équilibré, là on revient à la fin de l'échange, cet équilibre entre vie privée et la personnalisation, pas simple cet équilibre. Oui, c'est pas simple non plus dans le market research c'est personnalisé, mais en respectant la RGDP, en respectant la vie privée. Voilà, tout cela est un processus. Human in the loop et au centre. On l'a vu ce matin, on l'a vu hier, hein, et on retrouve cette notion, encore une fois, l'humain qui doit rester au centre. Voilà, on en revient toujours à ça finalement, l'humain ou le consommateur. C'est ça. C'est pas simplement une question de data, mais c'est bien aussi une question d'expérience du consommateur. On a parlé de nouveaux paradigmes de leadership, être un leader avec un nouvel état d'esprit.
J'aime bien l'image d'une mise à jour logicielle. Je ne sais pas si vous arrivez à voir que c'est un floppy. Là, si vous faites partie si vous êtes un peu jeune, vous ne savez pas ce que c'est qu'un floppy. Hein. Voilà, nous, on se souvient de ce que c'est. Bon, là, ça sera pas aussi inspirant et impressionnant que ce qu'on a entendu tout à l'heure. Conduire une Formule 1 à partir des ondes produites par le cerveau, c'est pas évident à dessiner, hein. Voilà, le bras robotisé ou robotique, piloté à partir d'un sourire, écrire un tweet à partir des ondes de son cerveau. L'IA pour encourager l'inclusion et au final améliorer la performance au milieu. On retrouve ici le chirurgien, l'image du chirurgien sujet à de nombreux stress, mais c'est exactement la même chose pour le patient. Voilà, et puis pour terminer, la machine qui est adaptée à l'utilisateur. Formidable, Adrien. Merci.